Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alzheimer jour après jour pour aborder aujourd'hui avec vous la question de la relaxation par le biais du nerf vague. Alors vous savez sans doute que si nous sommes encore en vie, c'est parce que nos ancêtres ont bénéficié comme nous de dons de la nature pour notre survie. À savoir que nous sommes dotés d'un système nerveux autonome qui permet à notre cœur de battre, à nos poumons de respirer, à nos principaux organes de fonctionner, sans que nous ayons besoin de leur donner des commandes, et fort heureusement. Alors ce système nerveux autonome, on considère qu'il a deux branches qui fonctionnent en équilibre, une branche qui gère le stress, qui occasionne le stress, et une branche au contraire responsable de la détente. Alors en ce qui concerne la partie stress du système nerveux autonome, eh bien c'est un réel mécanisme de survie, puisqu'en présence d'une menace, c'est ce système-là qui prépare le corps à réagir soit par le combat, soit par la fuite. Et c'est ce qu'on appelle le système sympathique. Le pendant de ce système de stress, c'est le système qui procure la détente. En effet, quand la lutte est gagnée ou que la menace est éloignée, eh bien ça permet au corps de se détendre et de se préparer tranquillement à la menace suivante qui arrivera forcément. Et ça, c'est le rôle du nerf vague, qu'on appelle aussi le parasympathique. Alors ça, c'est le fonctionnement, le bon fonctionnement. On passe d'une période de stress où on lutte contre une éventuelle menace à une période de détente où on récupère. L'inconvénient, c'est de rester coincé dans le stress, qui nous arrive parfois, et la menace, une fois disparue, eh bien nous restons dans cet état de stress, c'est ce qu'on appelle un stress chronique, qui peut lui-même générer des maladies somatiques. On peut avoir des ulcères à l'estomac qui se déclenchent à la suite de phénomènes de stress persistants. Alors ça, c'est ce que on enseigne dans les facultés, c'est ce que j'ai appris à la faculté de médecine. Mais en 1994, un Américain, Stephen Porges, a publié une théorie qu'il a appelée la théorie polyvagale. Stephen Porges est parti du principe que le nerf vague, en fait, n'était pas d'une seule tenue, qu'il avait en quelque sorte deux composantes. Une composante ventrale et une composante dorsale. Et c'est cette composante ventrale qui permet vraiment de se détendre et qui va nous donner la solution pour, en très peu de temps, moins de 3 minutes, arriver à se détendre profondément. Alors ce nerf vague ventral, il procure une sensation de détente, une certaine immobilité, puisqu'on est dans un état de repos. C'est une immobilité sans peur, qui nécessite un sentiment à la fois de sécurité et de bonne santé. Imaginez-vous, vous venez de faire un repas de famille, vous avez fêté peut-être vos 70 ans, tous vos enfants votre famille était autour de vous, il y a eu un bon repas, il fait beau, vous êtes au printemps, vous êtes en train d'apprécier votre sirop sur la terrasse à l'ombre d'un parasol, vous êtes vraiment bien. Et ce nerf vague ventral, eh bien c'est ce qui procure cet effet apaisant, cet effet calmant. C'est pour ça que Stephen Porges a appelé ce nerf vague ventral, le nerf de l'interaction sociale. Car c'est ce nerf-là qui intervient dans toutes les manifestations d'amitié, d'amour, les relations affectueuses, les relations de soutien mutuel, et c'est aussi cet état de bonne détente qui permet donc d'être dans un état aussi d'ouverture face à ce qui va pouvoir survenir. On est dans un état d'ouverture face à l'épreuve qui va peut-être arriver, la menace qui va peut-être se profiler, on sera dans les meilleures conditions pour y réagir. D'où l'intérêt de pouvoir stimuler ce nerf vague à la demande, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ça, c'était pour la partie ventrale du nerf vague, qui est donc celle de la détente, de l'immobilité sans peur, vraiment en état de bien-être. Par contre, ce nerf vague, il a aussi une composante dorsale, qui n'est pas non plus inutile, parce que cette composante dorsale du nerf vague, elle va provoquer une immobilité, mais une immobilité dans la peur. C'est une très bonne stratégie de défense. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la préhistoire, il y avait 3 moyens de se défendre. Il y avait le combat, il y avait la fuite, et puis il y avait la sidération, c'est-à-dire faire le mort. S'arrêter, faire le mort. On a des exemples dans la nature. En Afrique, c'est l'exemple du lion qui va chasser la gazelle. Il a une petite faim, il aperçoit un troupeau de gazelles avec une petite gazelle très fragile, toute jeune.
Il se précipite sur elle, il la prend dans sa gorge, dans sa gueule. Et à ce moment-là, la petite gazelle est tellement paniquée qu'elle fait ce qu'on appelle, pour nous, humains, un malaise vagal. Elle perd connaissance, son corps devient tout mou, complètement inerte, et le lion qui n'a pas l'habitude de manger des proies mortes, mais qui a besoin d'une proie active, qui réagisse, désemparé, il lâche la gazelle. La gazelle va retomber au sol, elle va attendre quelques secondes, ouvrir un œil, voir que le lion est parti, et elle se remet à vivre. Ça arrive aussi dans nos régions avec l'épervier qui guette le mulot dans la prairie. Le mulot, sa seule chance de survie face à un épervier qui chasse, c'est d'être immobile. Le mulot, il va faire réellement un malaise vagal. Et il a un cœur tellement fragile, notre petit mulot, que bien, presque une fois sur deux, il va vraiment mourir de ce malaise vagal. Heureusement, en tant qu'humain, on meurt rarement d'un malaise vagal. Mais c'est pour ça qu'on retrouve aussi dans notre langage, on dit quelquefois « j'étais mort de trouille, j'étais mort de peur ». Donc la sidération, c'est un moyen de survie. Mais là où ça devient embêtant, c'est quand ce moyen de survie persiste. Si, alors qu'il n'y a plus de danger, on reste dans cette situation de sidération. Alors bien sûr, ça ne va pas être aussi violent, ça va être plutôt une forme d'apathie peut-être, une forme de repli sur soi, voire un sentiment dépressif. On n'ose plus, on reste dans la peur et on n'ose plus faire certaines choses. Et ça, c'est le côté mauvais du nerf vague dorsal. Il ne sert plus vraiment puisque la période de menace est dépassée. Alors voilà pour ce qui était un petit peu de l'explication très globale du nerf vague et de l'intérêt d'utiliser le nerf vague ventral à la demande, puisqu'on peut le faire par un exercice très simple que Borges a expliqué et que moi j'ai trouvé dans un livre qui n'est pas un livre de Borges, mais qui est le livre de Stanley Rosenberg. Je vous donnerai les références au bas de cette vidéo si vous voulez l'acheter ou le lire. Et il est très, très simple à lire, très facile à lire, il explique très bien la théorie, et il explique très bien aussi l'exercice dont je vais vous parler. Alors cet exercice, je vous conseillerais de le faire au début en position allongée, surtout si vous avez tendance à faire des malaises vagaux, alors restez allongé pour faire les premiers essais. Vous allez tout simplement croiser les doigts, comme si vous vouliez faire une prière, puis vous écartez vos mains, et vous mettez vos paumes de main derrière la tête. Quand vous aurez l'habitude de le faire allongé, vous pourrez le faire assis ou même debout. Vous emboîtez vraiment l'arrière de votre crâne avec vos deux mains. Comme vous êtes allongé, votre crâne est complètement fixé, vous ne pouvez plus normalement bouger la tête. Alors vous allez me dire, j'ai un problème d'épaule. Eh bien si vous n'avez qu'une épaule de valide, mettez votre main bien au centre de votre tête de façon à englober tout l'arrière de votre crâne. Donc vous êtes en bonne position. Vous avez la tête droite, vous êtes bien calé dans votre lit, et vous allez tout simplement faire des mouvements des yeux sans bouger la tête. Vous allez porter votre regard à la droite, vous regardez le plus possible à droite, le plus loin possible à droite, et vous allez rester dans cette fixité du regard sur la droite, sans bouger encore une fois votre crâne, jusqu'à ce que vous ayez besoin soit de soupirer, soit de bâiller, soit de déglutir. Ça peut prendre quelquefois 30 secondes à 1 minute au début, peut-être moins longtemps. Et quand vous aurez fini, quand vous aurez dégluti ou bâillé, eh bien vous ramenez tranquillement votre regard vers le milieu. Vous regardez à nouveau juste en face de vous. Vous respirez tranquillement, et puis tout doucement vous porterez votre regard vers la gauche, au maximum vers la gauche, et vous restez fixé le plus loin possible vers la gauche. Encore une fois, jusqu'à ce que vous ayez besoin soit de bâiller, soit de déglutir, soit de soupirer. Quand c'est obtenu, vous revenez tranquillement, ramenez tranquillement votre regard vers le milieu. Tout doucement, vous allez dénouer vos doigts, vous allez vous détendre, et avant de vous relever, vous allez attendre un petit peu, car votre tension artérielle a pu peut-être baisser. Et tranquillement, vous allez vous relever en faisant peut-être une petite pause, assis au bord du lit. Petite astuce, quand vous êtes très stressé, vous pouvez, avant de faire cet exercice, évaluer votre stress sur une échelle de 0 à 10. Par exemple, je suis très stressé, j'ai 8 ou 10 sur 10. Je suis peu stressé, j'ai 3 ou 4 sur 10.
Vous faites cet exercice et ensuite vous refaites la cotation à la fin de l'exercice. Vous serez, je pense, agréablement surpris. La première fois que j'ai proposé ça à une de mes amies, qui était dans un état de stress presque chronique, conséquence sans doute d'une enfance un peu malmenée, et lorsqu'elle a commencé cet exercice, elle était entre 8 et 9 sur 10. À la fin de l'exercice, qui avait donc pris 2-3 minutes peut-être, je lui demande de recoter à nouveau son niveau de stress. Elle me dit « Mais c'est fou, je suis à 0 ». C'était la première fois que je faisais un essai avec quelqu'un d'autre que moi. Voilà le résultat, passé de 8 à 0 en 2 minutes. Alors n'hésitez pas, allez-y, faites cet exercice, refaites-le plusieurs fois de façon à bien le maîtriser. Je vous rappelle que l'important c'est vraiment de ne pas bouger du tout la tête et vous allez voir, vous serez agréablement surpris. Cet exercice, vous pouvez le faire aussi souvent que vous avez besoin, à chaque fois que vous vous sentez vraiment stressé. Et Dieu sait si quand on accompagne un patient Alzheimer, on a des raisons dans la journée d'être stressé. Alors ça ne demande pas beaucoup de temps, juste 2-3 minutes dans un endroit tranquille et vous allez récupérer suffisamment de détente pour vous occuper de la personne malade. Merci de m'avoir écouté, j'espère vous avoir été utile. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre les commentaires si cela vous a été utile et à très bientôt dans une prochaine vidéo.